Le projet de loi portant régime juridique applicable aux drones civils au Burkina Faso a été adopté à l'unanimité par les députés hier. Désormais, il faut une autorisation du ministère de la Sécurité pour acheter ou utiliser un drone. Détail dans un instant. L'Union Police Nationale, UNAPOL, sort de son long silence et donne un dernier avertissement verbal au ministre de la Sécurité. UNAPOL reproche au ministre Ousseini Compaoré de négliger les besoins des policiers. Et puis, sommet de Paris sur le financement des économies africaines, Emmanuel Macron annonce que la France va annuler la totalité de sa créance vis-à-vis du Soudan. Question de soulager ce pays engagé dans une transition démocratique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Inauguration ce matin du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ce tribunal est la seule juridiction nationale habilitée à juger des infractions liées aux actes terroristes. Situé dans le quartier Kapala, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, sa compétence territoriale s'étend sur 5 arrondissements. Et c'est le chef du gouvernement, Christophe Dabiré, qui a procédé à l'inauguration de ce TGI, par ailleurs le 26e du Burkina Faso. Premier reportage de ce 13h, Abdoulrahim Nié. L'inauguration du tribunal de grande instance de Ouagadougou vient désengorger le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Sa compétence territoriale s'étend sur les arrondissements 6, 7, 10, 11 et 12 de Ouagadougou, les communes rurales de Samba comme Silega et Koubri et la province du Bazéga. En matière de compétences d'attribution, en plus de connaître des infractions de droit commun, le tribunal de grande instance de Ouagadougou est la seule juridiction nationale habilitée à juger les infractions liées aux actes terroristes. En mettant en opération ce tribunal aujourd'hui, qui a été créé par une loi de 2014, c'est pour montrer notre volonté de faire avancer la justice dans la bonne direction. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour que le monde judiciaire se trouve dans les conditions optimales pour rendre une justice à l'avantage des populations de notre pays. Avec l'ouverture du tribunal de grande instance de Ouagadougou, le pôle antiterroriste sera effectivement opérationnel et nous espérons pouvoir apporter les réponses appropriées à ce fléau que nous connaissons aujourd'hui pour faire en sorte que ceux qui sont accusés d'être des terroristes, qu'ils puissent avoir le droit à la justice dans notre pays. Après l'inauguration du siège du tribunal, les deux principaux responsables ont été installés dans leurs fonctions par le procureur général au cours d'une audience. Il s'agit de Sébastien Rapadem Naba, président du tribunal, et de Émile Zerbo, procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Vous venez d'être témoin de la cérémonie d'inauguration, suivie de l'installation du président du tribunal et du procureur que je suis. Dans les jours à venir, nous allons nous atteler à installer le reste du personnel afin de rendre effectif le tribunal le plus rapidement possible. Nous vous reviendrons avec une date à laquelle nous pourrons recevoir les premiers justiciables. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou est le 26e TGI du Burkina Faso. Il comprend entre autres 3 salles d'audience, 65 bureaux et une salle d'état civil. Sa réalisation et son équipement ont coûté 3 milliards de francs CFA. Situation sécuritaire oblige, l'achat et l'utilisation des drones est désormais conditionnée par une autorisation du ministère en charge de la sécurité. Rappelez-vous, le 31 mars dernier, le Conseil des ministres décidait de soumettre à l'Assemblée nationale le projet de loi portant régime juridique applicable aux drones civils au Burkina Faso. Depuis hier, la loi a été adoptée à l'unanimité par 126 députés. Michael Toukré. Cette loi, approuvée par le Parlement burkinabé, permettra ainsi d'assainir le milieu de l'acquisition et de l'utilisation des drones civils. Son utilisation par les particuliers est en hausse ces dernières années, relève le constat du ministre en charge de la sécurité. Dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso, la réglementation de cet outil équipé de capteurs devenait de plus en plus une urgence. En adoptant cette loi, les services de sécurité, la justice vont avoir les moyens de lutter contre l'utilisation, dissimuler l'utilisation, frauduleuse
l'utilisation, non autorisée des drones, ce qui bien sûr est un moyen dissuasif et va décourager tous ceux qui seraient tentés d'espionner, de prendre des informations qui sont interdites. Et selon le ministre de la Sécurité, la non-réglementation de l'usage des drones civils constitue un réel danger. Il peut porter atteinte à la violation de la vie privée, une menace pour la sécurité publique et la sûreté de l'État. Face à ces risques bien réels, tout exploitant de drones à usage professionnel doit, en plus d'une autorisation, souscrire à une police d'assurance. Il y a des drones qui ont été importés avec autorisation. Nous avons ces éléments. Donc, pour ceux qui ont eu des autorisations, nous avons des traces, la sécurité a les traces, l'aviation, l'ANAC a des traces, ça ne pose aucun problème. Le problème se pose au niveau de ceux qui ont importé frauduleusement et pour cela, nous allons les inviter à venir se déclarer. Bien sûr, ceux qui ne le feront pas et qui seront pris se feront appliquer la rigueur de la loi. Désormais adopté par la représentation nationale, tout contrevenant à la loi portant régime juridique applicable aux drones civils pourrait s'exposer à des amendes ou des peines d'emprisonnement. La loi ainsi adoptée est composée de 70 articles répartis en 8 chapitres et 5 titres. À propos de l'adoption de ce projet de loi, les députés sont remontés contre le ministre du Commerce Harouna Kaboré et le ministre de l'Économie numérique Adja Fatimata Ouattara. Dans le cadre de l'audition du projet portant régime juridique applicable aux drones civils au Burkina Faso, ces deux ministres ont été convoqués par la représentation nationale le 4 mai dernier. Les ministres en question n'ont pas répondu à la convocation et pire, ils n'ont laissé aucune justification. C'est ce qui ressort du rapport de la Commission des affaires générales, institutionnelles et du droit humain. Manque d'intérêt pour le projet de loi ou mépris envers la représentation nationale. En tout cas, les députés entendent pleinement s'assumer sur les absences répétées des membres du gouvernement. On écoute le président de l'Assemblée nationale sur la question. Dans un premier temps, demander au président de commission de nous faire l'état, le point des invitations auxquelles les uns et les autres n'ont pas répondu. Nous allons prendre sur nous une question de parallélisme des formes, écrire directement au Premier ministre pour poser le problème et attirer l'attention du gouvernement sur la question. Après cette courtoisie républicaine, après avoir attiré l'attention du gouvernement sur cet état de fait, nous allons prendre nos responsabilités tout simplement. Si on a un calendrier chargé, un coup de fil, une correspondance ou un coup de fil simplement, on peut décliner. Il nous est arrivé ici de reporter des séances plénières parce que le ministre est en mission et sur cette question aussi nous avons discuté avec le ministre chargé des relations avec le Parlement. Et au niveau du gouvernement également, il y a ce qu'on appelle les intérims. Quand un ministre n'est pas là, c'est un autre ministre qui assure l'intérim. Donc, sur cette question aussi, nous avons attiré l'attention du ministre des Relations avec le Parlement au fait qu'il va falloir éviter de nous amener à reporter des plénières parce qu'un ministre est parti en mission. C'est la République, c'est le travail, on est d'accord. Mais lorsque le ministre n'est pas là, on doit pouvoir prendre les dispositions pour qu'un autre ministre puisse venir le représenter. Donc sur cette question, nous voudrons en tout cas inviter les présidents de commission à pouvoir nous faire parvenir cet état-là sous 72 heures et nous allons au nom de l'Assemblée nationale adresser un courrier à son excellence monsieur le Premier ministre sur la question. Il n'y a pas que les députés qui étaient remontés hier. L'UNAPOL, elle aussi, a crié hier son ras-le-bol face à l'inaction de son ministre Ousseini Compaoré vis-à-vis des besoins des policiers. En conférence de presse, l'Union Police Nationale a déclaré que toutes ces tentatives pour rencontrer le ministre à propos de ce sujet ont échoué jusque-là. Le syndicat a tenu à mentionner que cette conférence de presse, celle tenue hier, est le dernier avertissement verbal. Si le ministre reste encore silencieux, le syndicat prévoit une option moins douce. Abdoul Rahim Niéné.
Face à la presse, le commissaire principal de police Moussa Palm, au nom de l'Union Police Nationale, s'excuse auprès des populations pour de probables désagréments liés à leurs actions de lutte dans les jours à venir. Cette conférence de presse est selon l'UNAPOL le dernier avertissement verbal. Ces policiers sont très remontés contre leur ministre de tutelle qu'ils accusent de ne pas répondre à leurs préoccupations. Manque de moyens pour les hommes sur le terrain de lutte contre le terrorisme et mauvaise gestion du ministère de la Sécurité sont entre autres les situations dénoncées par le syndicat de la police nationale. Le besoin demeure et des demandes en armement ont été formulées pour renforcer des dispositions frontalières tenues par la police nationale afin de sécuriser ces parties du territoire et les populations qui y vivent. Pourtant, le sujet ne semble pas préoccupé à un certain niveau alors que le pays est en train d'être cerné. Mais l'on continue de faire la politique de l'autruche et ce jusqu'au jour où la situation deviendra davantage compliquée. Le taux de carburant servi aux unités d'intervention dans le cadre des opérations de sécurisation du pays est passé du simple au tiers. Les chefs sont parfois obligés d'emprunter du carburant pour des interventions urgentes. Cela n'est pas admissible dans un État sérieux. Le syndicat dénonce également la non-intégration des policiers renvoyés en 2019 malgré la décision de justice rendue en leur faveur. De manière générale, Moussa Palm et ses camarades invitent le ministre de la Sécurité à prendre ses responsabilités pour le respect des textes en vigueur, comme celui portant sur l'évolution des galons. Vous le savez bien, la police nationale est régie par une nouvelle loi depuis le 1er juin 2018. Les textes d'application de cette loi prennent en compte certains correctifs. Font partie de ces correctifs les galons. Nous constatons avec regret que jusqu'à l'heure où nous vous parlons, ce projet de décret sur les galons n'a pas été transmis en Conseil de ministres. De sorte qu'aujourd'hui, il y a des personnels de la police nationale qui ne peuvent pas porter l'uniforme car les attributs de leur corps, de leur grade n'existent pas. Le syndicat de la police met en garde la coordination nationale de contrôle des forces de police contre des dérives autoritaires pendant ses sorties de contrôle. Il dénonce aussi la gestion de l'Office national de sécurité des sites miniers jugé catastrophique avec la complicité du ministre de la Sécurité Ousseni Compaoré. Le 27 avril dernier, par le biais d'une lettre, le ministre de l'administration territoriale invitait des gouverneurs de région à remplacer des maires et conseillers municipaux. Cet invite continue de faire des gorges chaudes. Hier, mardi 18 mai, les maires et conseillers municipaux concernés ont animé une conférence de presse pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'atteinte grave aux droits individuels et collectifs. Maxime Jean-Eudes Bambara et Salata Kwanda pour le point. Qui a détourné le mandat de qui ? La lettre du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation demandant aux gouverneurs des régions de remplacer certains conseillers municipaux et régionaux taxés de nomadisme politique passe visiblement mal. Au total, 15 communes avec environ 800 élus locaux, conseillers municipaux et régionaux sont touchés par cette décision. En conférence de presse, ces derniers qui disent être terrorisés protestent contre cette décision qu'ils jugent draconienne. L'objectif de cette conférence, c'est aussi d'attirer l'attention des autorités nationales sur la situation de persécution, je dirais, donc des collectivités qui sont dites en nomadisme politique. Mais non seulement l'opinion nationale, mais aussi l'opinion internationale. Parce que le Burkina a des partenaires qui regardent comment se comporte la démocratie au Burkina, comment se comporte l'application des textes au Burkina. Aujourd'hui, nous, collectivités visées par cette mesure draconienne du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, nous nous sentons terrorisés, alors que le Burkina lui-même est déjà attaqué par les terroristes. Si le ministre évoque l'article 238 du Code électoral pour parler du nomadisme ou de transhumance politique, pour les concernés, l'action engagée par le gouvernement manque de base légale et pire, elle méprise les décisions de justice. Ils en veulent pour preuve la situation de l'arrondissement 10 de Ouagadougou qui a abouti à une suspension par le tribunal administratif de Ouagadougou de la lettre numéro 103 du ministre de l'administration territoriale datée du 27 avril et invitant à remplacer les conseillers municipaux. Aujourd'hui, c'est le peuple qui élit les élus. Ce n'est pas un parti politique qui élit les élus. Et la loi a tranché là-dessus.
nous n'avons jamais démissionné formellement de nos partis politiques. Mais il arrive des fois qu'à l'intérieur des partis, il y ait une forme de dictature qui ne dit pas son nom, qui ne nous permette même pas de nous exprimer au nom de la population qui nous a élus. C'est la raison pour laquelle nous bougeons d'un côté pour pouvoir mieux servir la population qui nous a élus. La question du nomadisme, là, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble avec, je dirais, tous les acteurs, qu'on puisse recadrer, refaire les textes en fonction de tout ça avant d'aller maintenant vers une nouvelle ère, je dirais, de l'action politique dans notre pays. Du reste, couplez les élections législatives et les élections municipales et vous verrez comment le terrain va se comporter. En ce moment, on pourra parler de mandat. Les conférenciers dénoncent par ailleurs une volonté manifeste d'appliquer de façon volontairement maladroite le code électoral et le code général des collectivités territoriales. Selon eux, l'application de cette mesure jugée discriminatoire et tendancieuse cache mal une vengeance à l'endroit de certains élus locaux. Naturellement, quand on parle de nomadisme politique, si nous acceptons l'expression, on dirait que là où on a quitté, veut régler le compte de celui qui est parti. Et en plus de ça, il faut reconnaître aussi que parfois les guéguerres internes, donc des partis politiques comme l'UPC, le MPP ou l'UNIR-PS, peut amener en tout cas des règlements de compte. Vous savez naturellement que c'est les trois partis essentiellement incriminés. L'UNIR-PS, le UPC et le MPP. Et naturellement, quand on est un parti au pouvoir et qu'on a des hommes forts dans l'administration de ces partis, naturellement, il va de soi qu'on utilise l'administration pour vouloir régler des comptes. Qualifiant donc cette situation d'atteinte grave aux droits individuels et collectifs, les conférenciers invitent le gouvernement à se ressaisir en arrêtant son processus de remplacement des conseillers municipaux et régionaux et en levant la mesure de suspension de la tenue des sessions des conseillers municipaux. Les conférenciers disent tout de même avoir fait appel de la décision du ministre de l'administration territoriale. Crise dans le milieu scolaire. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, FESIBF, donne son point de vue. Elle estime que les réformes engagées par le gouvernement ne devraient pas faire l'objet de manifestations, comme il a été constaté ces dernières semaines. Par contre, les réformes doivent être adaptées à la réalité du pays, poursuit la Fédération. Mamitri Anakamapou. Face à la presse, la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso a donné sa lecture sur la situation qui prévaut dans le milieu scolaire. La FESIBF condamne les manifestations des élèves qui ont causé un décès et des blessés. Elle interpelle les autorités en charge de l'éducation à tout mettre en œuvre pour le retour de l'accalmie dans des établissements afin de garantir un taux élevé de succès aux examens de fin d'année. De ce qui est revendiqué, à savoir la suspension des activités socio-culturelles et la suppression des examens blancs, la FESIBF a noté que ces décisions existaient avant l'avènement des réformes. Donc, ne pouvant pas être citées comme raison valable pour inciter les élèves à prendre la rue. Pour ce qui est du rejet catégorique des réformes par les élèves, la FESIBF reconnaît que ces réformes dans la forme ont connu des insuffisances communicationnelles. À cet effet, elle a fait des propositions en vue de permettre à ces réformes d'être conformes à la réalité. Le point qui fait de gorge chaude est notamment la suppression des sujets au choix en sciences de la vie et de la terre, ainsi qu'en histoire et géographie. La FESIBF note que la révision des programmes de ces matières jugées trop longues pour être évaluées en un seul sujet peut pallier à cette polémique. De l'arrimage du baccalauréat, il nous a été dit lors de la conférence de presse conjointe qu'aucun test de quelque nature que ce soit serait organisé pour l'accès des universités. La FESIBF juge qu'il serait nécessaire que ces dits soient matérialisés pour des faits de l'histoire. Cette fédération appelle les autorités compétentes à diligenter une enquête sérieuse sur les causes du décès de l'élève Cécile Kinda à Kongoussi. Le décès survenu lors d'une manifestation le 29 avril dernier. Rencontre régionale État-secteur privé 2021. Les travaux ont été lancés lundi dernier à Koudzgou dans la région du Centre-Ouest par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Plusieurs membres du gouvernement étaient au rendez-vous de la cérémonie. Les précisions avec Fatima Tanikema. Cette rencontre du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat Aruna Kabouré
avec les acteurs du secteur privé de la région du Centre-Ouest marque le début des rencontres régionales État-secteur privé. Ce cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé pour cette 4e édition tourne autour de la transformation structurelle de l'économie burkinabé en lien avec l'accord de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale en Afrique. Nous nous sommes retrouvés autour de la thématique qui intéresse et qui parle donc de la zone de libre-échange continentale pour à la fois regarder un peu comment est-ce qu'on va être davantage résilient parce qu'on a subi de plein fouet donc la crise sanitaire due à la Covid-19, mais comment aussi on se prépare réellement pour rentrer dans ce grand marché, d'autant plus que tous les pays s'activent. À notre niveau, nous avons une stratégie nationale donc ZLECAf, mais il était bon qu'à travers un dialogue État-secteur privé, que nous puissions à la fois faire le point pour regarder quels étaient encore les boulots de trianglement qui nous empêcheraient donc de mettre en œuvre le programme du président et de profiter des opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale. Une démarche saluée et appréciée par les acteurs du secteur privé de la région du Centre-Ouest. Ils n'ont cependant pas manqué d'égrener leurs difficultés. Difficultés parmi lesquelles on note la fermeture des frontières terrestres. Selon eux, les gouvernants doivent s'accorder et rouvrir les frontières pour le grand bonheur de l'économie burkinabé et sous-régionale. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, nous ne pouvons plus aller en Côte d'Ivoire, Lomé, ni au Ghana. Pourtant, beaucoup de commerçants faisaient ces trajets pour payer de la marchandise et revenir vendre ici. Mais les frontières sont fermées, donc difficile pour les commerçants qui ne peuvent pas rester sur place et commander des marchandises de s'en sortir. Cette 4e édition du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé est placée sous le thème l'accord de la zone de libre-échange continentale en Afrique ZLECAf, défis et opportunités pour la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Plus de 400 millions de francs CFA, c'est le montant que la LONABé, la Loterie nationale burkinabé, met à la disposition du programme de réalisation des infrastructures socio-économiques pour la réalisation de 2 CSPS dans le plateau central. La signature de convention entre les deux structures est intervenue le lundi 17 mars au siège de la nationale des Jeux du hasard. Maxime Jean-Eudes Bambara. C'est une signature de convention entre la LONABé et le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques qui va permettre de réaliser 2 CSPS dans les provinces du Kourouégo et du Ganzourgou. La nationale des Jeux du hasard s'engage ainsi à apporter sa contribution à l'amélioration de l'offre de soins en faveur des populations de la région du plateau central, région qui abritera les festivités du 11 décembre. La LONABé a une mission qui s'est traduite par la mobilisation des financements. Et la LONABé accompagne les actions de développement en faveur des populations et nous sommes appuyés sur les réalisations de prises qui sont assez éloquentes, qui sont très éloquentes et nous avons voulu solliciter cette expertise-là pour mettre à la disposition des populations des 2 provinces, Ganzourgou et Kourouégo, 2 CSPS. Améliorer l'offre de santé au bénéfice des populations, c'est une quête permanente et nous pensons que notre contribution va contribuer un temps soit peu à réduire en tout cas ce déficit au niveau de l'offre de soins de santé. La réalisation et l'équipement des 2 CSPS sont confiés aux prises, le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques. Ces 2 CSPS comprendront chacun un dispensaire, une maternité, un service commun, un abri couvert pour les accompagnants, une cuisine, un bloc de latrine, un logement, un incinérateur, entre autres. Nous envisageons pour l'année 2021 la réalisation de 14 CSPS. Avec ce partenariat, nous serons à 16 CSPS. C'est déjà quelque chose dans notre ville. Donc c'est comme ça que nous voyons la contribution de la LONABé. Le coût global de ces réalisations est estimé à plus de 4 millions de francs CFA. Pour le président du conseil d'administration par intérim de la LONABé, Abdoulaye Zongo, la signature de cette convention symbolise un partenariat du type nouveau entre 2 structures de l'État qui ont les mêmes ambitions, celle de contribuer au développement du Burkina Faso.
La France compte annuler la totalité de sa créance vis-à-vis du Soudan, et cela afin de libérer ce pays qui est engagé dans une transition démocratique du fardeau de la dette. Cette information a été rendue publique par le président Emmanuel Macron en marge du sommet de Paris sur le financement des économies africaines qui s'est ouvert mardi en présence d'une quinzaine de chefs d'État africains. La communauté internationale s'engage à donner un bol d'air financier au Soudan. À l'appel du président français Emmanuel Macron, une quinzaine de dirigeants d'États africains, européens et du Golfe se sont engagés à soutenir la transition dans ce pays, frappé de plein fouet par la crise du Covid-19 et par une récession économique. La France s'est notamment engagée à effacer 5 milliards de dollars de dettes. La réduction de la dette soudanaise que nous allons amorcer prochainement est un premier résultat. Il conviendra que cette trajectoire de retour du Soudan dans le concert des nations soit confortée au plan économique, au plan politique. Paris va également aider le Soudan à solder son passif avec le FMI en prêtant 1,5 milliard d'euros. Objectif, ouvrir la voie à des investissements étrangers dans les infrastructures, l'agriculture, l'énergie, les minéraux ou encore les communications. Aujourd'hui, grâce à votre leadership et votre soutien généreux, nous avons pu franchir ce dernier obstacle qui marquera le retour du Soudan dans la communauté du développement. C'est là que nous pourrons créer les emplois qui répondront aux aspirations des jeunes, hommes et femmes, qui sont descendus dans la rue il y a un peu plus de 2 ans. Très riche en ressources pétrolières et minières, le Soudan croule sous une dette extérieure de 60 milliards de dollars. En raison de la récession économique, le pays connaît également une inflation galopante et souffre de pénuries graves de biens de première nécessité. Fin de ce 3e rendez-vous de 13h de la semaine. Merci à vous pour la fidélité et la confiance au programme de Truy TV. À demain 13h, prenez soin de vous et aussi de vos proches.